Allô à mes amis, allô à Colette, merci d'être là. Alors j'ai vérifié, nous sommes bien diffusés sur LinkedIn et Facebook. Allô à Colette, comment tu Oui, vas bien? ça va bien. Super, merci d'être là. Donc tout est OK, nous sommes bien diffusés sur les réseaux sociaux. Et nous sommes ensemble pour l'épisode 7 de l'élément différenciant, donc l'émission du réseau Femmes Inspirantes qui a pour objectif de mettre en lumière les membres du réseau Femmes Inspirantes qui ont une singularité, quelque chose qui fait une différence dans le monde et surtout la manière dont elles ont de transformer cette différence en levier, en puissance, en action. C'est ce dont on va parler pour encourager quelqu'un, peut-être toi qui nous regardes, qui a une différence, qui a une singularité, quelque chose qui te rend unique et que tu as peut-être du mal à appréhender et peut-être que tu le vis comme un frein, comme un malheur, comme une malédiction. Et nous sommes là aujourd'hui pour te dire que peu importe ta différence, avec cette différence, tu as la capacité, en tout cas le potentiel, de le transformer en ce que tu veux, de la transformer, donc c'est une différence en ce que tu veux. Et aujourd'hui, on a avec nous donc Colette Bonaccorsi, qui est une femme juste incroyable, qui a tellement de choses à nous raconter, qui est atteinte, donc comme je disais, je découvre cette pathologie, je ne la connaissais pas, qui est atteinte de spondylarthrite, donc qui touche les muscles, je crois, du corps, et qui a aussi développé deux cancers, et qui malgré tout a fait des choses incroyables, s'est engagée, et vraiment, on est dans le thème, on est dans le sujet de la transformation d'un élément différenciant, de la résilience, et voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'elle va nous partager. Donc, si vous nous suivez, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Mais en attendant, n'hésitez pas à partager l'émission sur votre réseau pour faire le relais et nous soutenir et surtout permettre à d'autres personnes d'entendre son témoignage et le parcours de Colette. Bienvenue Colette. Bonjour. Aloha. Merci d'être là. Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots comme tu le souhaites? D'accord. Je m'appelle Colette Bonaccorsi, j'ai 67 ans. Je pars pas à la retraite. Je reste, je continue à travailler jusqu'à 70 ans. C'est par choix, hein, parce que j'ai commencé à 19 ans, donc je pourrais largement partir à la retraite. Voilà. Mais j'ai pas envie de partir. J'ai envie de continuer à travailler et à être en activité. Donc voilà. Et puis, oui, je fais plein de choses. Je peux pas toutes les énumérer là, mais grosso modo, je suis dans un syndicat, je m'occupe de personnes, qui sont handicapées ou gravement malades. Quand il y a des problèmes, avec les employeurs, on monte des dossiers, puis on porte plainte. On fait plein de trucs. On les aide aussi pour les dossiers MDPH. J'ai beaucoup travaillé aussi avec la mairie du 12e, sur le handicap et je continue à travailler avec eux. J'ai beaucoup travaillé avec plusieurs partis politiques où ils me demandent mon avis et je leur donne. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je travaille aussi avec l'Ordre national du mérite parce que je suis chevalier de l'Ordre national du mérite et je suis devenue du coup déléguée de la solidarité et du handicap de l'association de l'Ordre national du mérite de Paris. Donc, et avec Monsieur Serge Lipéao, qui est le président de l'Ordre national du mérite de Paris, nous avons créé le Trophée des aidants pour aider Mhm. toutes les personnes qui aident les personnes handicapées. Voilà. Bravo, c'est Résumé. déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu as pas parlé de ton école de théâtre en plus, mais on va peut-être Oui, revenir là-dessus. Oui, est-ce que tu veux en parler tout de suite ou tu veux qu'on revienne on dessus? attend d'y venir parce On, que on va on va y arriver. Alors, donc, on a noté que tu es donc chevalière de l'Ordre national du mérite, que tu es déléguée de la solidarité et donc du handicap aussi, pour l'Ordre national du mérite de Paris. Et en fait, ce qui m'a interpellée sur ton parcours, qui est déjà vraiment, c'est déjà pas mal, hein, n'est-ce pas? C'est bien évidemment cette école de théâtre que tu as montée, mais on va en parler tout à l'heure. Tu vas nous dire un peu le cœur de ce beau projet, mais surtout parce que tu as accompli des choses incroyables. OK? La première des choses, comme tu me le disais, ben voilà, tu peux être handicapée et belle et tu as décidé de lancer en collaboration avec Faté, alors j'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation, Delal, tu as créé les premiers défilés inclusifs en 2016. Déjà ça, c'est warissime. D'autant plus que j'ai une histoire de défilé de mode aussi, donc tu vois, ça fait sens pour moi. Donc tu les as lancés pour pouvoir permettre aux personnes qui ont un handicap de pouvoir aussi défiler et tout simplement montrer leur beauté au monde. Et ça, c'est déjà pas mal du tout.
OK? Tu l'as dit tout à l'heure aussi, tu as à cœur vraiment d'aider les aidants, de soutenir les aidants, les personnes qui, dans l'ombre, apportent leur soutien au quotidien, des soins, de l'aide à des proches ou à d'autres personnes en fait qui sont dans des difficultés. Et donc, en me renseignant, je me suis rendu compte que pratiquement 11% de la population en France, donc on parle de personnes à partir de 5 ans, OK? Mm. Sont des aidants, c'est-à-dire des personnes qui sont intégrés dans un processus très lourd et souvent dont on ne parle pas. C'est un peu ces dernières années qu'on commence un petit peu à en parler, mais c'est vrai que c'est invisibilisé, c'est des souffrances, c'est elles-mêmes, ces personnes ne sont pas aidées. J'ai vu qu'il y avait comment dirais-je, des engagements pour leur accorder le droit au répit. C'est pour dire que c'est vraiment lourd. Et toi, c'est une cause qui te tient à cœur. Et donc, comme tu l'expliquais tout à l'heure avec le président donc, de l'Ordre national du mérite de Paris, vous avez créé comment dirais le trophée des aidants. Donc, c'est l'unique et seul trophée qui est accordé aux aidants et qui est décerné par l'Ordre national du mérite. Donc, ça, c'est déjà génial. C'est déjà, voilà, donc on a parlé du défilé, on a parlé de cela et surtout, tu es une des porteuses de la flamme d'ouverture des Jeux paralympiques de 2024. Ce qui est pas mal du tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et moi, je trouve ça juste génial. Tu as apporté cette flamme comme Marie-Josée Pérec. Bon, moi, je vois des références que je suis antillaise, hein, je parlais de- mais il y avait d'autres. Et donc, tu es porté de cette flamme. Et ce que j'ai aimé, en fait, et c'est cet article-là qui m'a plus interpellée. Puis je suis remontée sur tout le fil de tes actions, de tes exploits, de tes œuvres, en fait. C'est qu'en plus, tu as offert au Musée national du sport de Nice ce fauteuil, sachant que c'est un fauteuil fait sur mesure, si j'ai bien compris, un fauteuil spécifique, c'est pas un fauteuil standard que tu as commandé quelque part, il a été fait pour toi spécifiquement pour les JO, et ensuite il est exposé maintenant. Et donc, quand je vois un petit peu ton parcours, voilà. Et je reviens au fait que tu es atteinte d'une pathologie lourde et tu as eu des cancers. Donc, comment est-ce que tu fais? Voilà, ma question, c'est qu'est-ce qui t'anime? Comment est-ce que tu fais? Parce que moi, je vois quand j'ai une migraine, je suis en off, OK? Et je pense que vous qui me regardez, vous n'allez pas me critiquer pour ça, OK? Comment tu fais pour... voilà. Et en plus, tu nous expliques que tu ne veux pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter à travailler. Tu vas aller jusqu'à 70 ans. Tu dis ça avec dynamisme, avec joie, avec énergie. Dis-nous tout. Qu'est-ce qui Ben, t'anime? comment je fais? Ben, quand j'ai mal, j'essaye de reporter mon esprit ailleurs pour pas penser à ma douleur, en définitive. Voilà. Donc, bah, quand j'ai mal, ben, ou je me mets à travailler parce que je suis en télétravail. Mhm, Je me colle sur l'ordi, je me mets à travailler. Comme ça me fait penser à autre chose. mhm, Ou je crée des choses. Donc, quand je dis je crée des choses, par exemple, je fais des formations en ce moment théâtrales pour les gens du ministère des Armées, pour les personnels. Donc, bah, à ce moment-là, j'écris des scénettes, des trucs comme ça. Ça m'occupe et du coup, ça me déporte. Ou alors, je m'occupe de mon trophée des aidants et je vois avec ma liste ceux qui sont à jour pour leur dossier, ceux qui ne sont pas à jour. Je leur fais des rappels. Alors, des fois, j'envoie des messages à minuit ou 1 heure du matin. Les gens ils doivent se dire, elle dort jamais. Mais si je dors, il faut se rassurer. Mais c'est vraiment, voilà, j'ai des horaires et des heures atypiques euh, parce que c'est par rapport à mon état physique. Donc, quand j'ai mal, mhm, bah, ça me mhm. réveille et le temps que je prenne les médicaments et qu'ils me fassent effet, ça prend un peu de temps. Donc, je reste pas sans rien faire. Ok, donc si j'ai bien noté ton exutoire, c'est le travail et la créativité. Oui. Voilà les exutoires. Ok? Et donc, du coup, on va remonter, puisque cette pathologie que tu as, donc je suppose que c'est une pathologie qui est auto-immune, c'est quelque chose que tu as depuis la naissance, d'accord? Ou en tout cas très tôt, très jeune. Et donc, comment ça s'est passé lorsque tu as su que tu étais atteinte de spondylarthrite? Et comment est-ce que tu as fait pour te dire à un moment donné, OK, puisqu'on t'avait prédit tout simplement d'être en fauteuil, OK, moi, je veux autre chose pour moi. J'ai un autre plan, j'ai prévu autre chose pour ma vie et ça va se passer autrement. Donc, explique-nous en fait comment tu as fait le switch, parce que oui, c'est quand même un diagnostic lourd, un diagnostic sévère, et sur ton chemin, tu as encore eu des cancers. Comment est-ce que toi, tu te dis, non, 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 ces diagnostics-là, j'en veux pas, je veux autre chose pour moi. C'est quoi le déclic? Alors, en réalité, moi, je l'ai su très tard que j'avais une spondylarthrite. J'ai eu mal.
toute ma vie au dos, mais vraiment. Hmm. Mais à l'époque, quand j'étais jeune, enfin, il y avait c'était pas aussi, performant que maintenant, au niveau médical, hein. Donc bah, les médecins, ils disaient: «Elle se tient mal, il faut qu'elle se tienne mieux, elle a qu'à faire de la rééducation». Alors il y a bien un médecin, une fois, il avait dit à mes parents, soit on l'envoie, à l'époque, on habitait dans la Drôme, il avait dit: «Soit on l'envoie, se faire opérer de la colonne, à Garches», parce qu'il y avait que Garches à l'époque. Ce qui sous-entend qu'elle va être hospitalisée, en région parisienne, mais qu'elle va y rester pendant des années, parce qu'à l'époque, c'était pas simple comme ça. Et ou alors on laisse faire, on la laisse grandir, elle est en train de c'est ado, il y a voilà, il faut la laisser grandir, peut-être ça va s'améliorer, et elle fait de la kiné plus et puis du sport. Il faut qu'elle bouge, qu'elle fasse du sport et cetera et cetera. Donc bah, mes parents, ils ont opté pour cette, solution-là. Donc je faisais 2 séances de kiné par semaine, voire 3 séances, ça dépendait des fois. Parce que vraiment j'avais mal au dos, mais je m'en plaignais pas, hein. J'avais mal, mais je disais rien à personne. J'allais pas me plaindre tous les 5 minutes: «J'ai mal au dos». Et puis de toute façon, j'ai toujours eu mal, donc c'est une question d'hab Mhm. mais alors il disait que c'était parce que j'étais en train de grandir, parce que c'était ma mon adolescence, que j'avais grandi trop vite, que j'avais pas assez de muscles, enfin bon bref. Donc il y a eu une errance médicale pendant pas mal d'années. On s'en est rendu compte en définitive, quand j'ai été opérée de ma colonne vertébrale, que c'était une seconde retraite. D'accord. En Ok. 2010. En 2010. Ok. Donc toi, en Mmh. fait, ce que je retiens, en fait, c'est tu as développé une certaine, je dirais, tolérance Rési à la douleur. Oui, Tu bien vois? sûr. Tu as développé cette capacité de faire autre chose pour ne pas penser à la douleur parce que Mmh. justement, tu ne savais pas quelle était l'ampleur des dégâts, la gravité de ton mal. Et donc, tout ce que tu pouvais faire, en fait, c'est, puisque tu n'avais pas de mots non dessus, en fait, voilà, tu savais que tu avais mal. Et donc, c'était de passer à autre chose plutôt que de t'apitoyer sur toi-même. Et c'est peut-être ce qui fait que ben, tu as gardé ce pli-là, en fait, de ne jamais être en train de t'apitoyer sur toi et peut-être de passer à autre chose. Est-ce que c'est ça ta Mmh. clé? Je suis en train de chercher. Moi, je veux Alors des solutions. c'était pas ça, c'est pas que ça la clé en définitive. Mhm, Bon, quand j'étais petite, j'ai eu le purpura, ce qui a failli me faire mourir, à l'époque, et ça, je m'en suis sortie, voilà. Et puis, j'ai appris à me battre en définitive, mhm, voilà, c'est, quelque part, ça marque un parcours de vie quand on commence sa vie avec une maladie, grave. mhm, Après ça marque pour le restant des jours, parce qu'on apprend finalement, à se battre tout le temps et à combattre, s'il y a quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'avais mal au dos, c'est vrai que voilà, mais j'étais pas, pour moi, c'était pas un handicap. C'était voilà, c'était un état de fait. Et puis je continuais à faire ce que je voulais. Je voulais rentrer dans l'armée, j'y suis rentrée. C'est p Si je l'avais su, peut-être que je ne serais pas rentrée dans l'armée. En définitive, ça m'aurait handicapée pour le coup. mhm. Alors le fait que je sache pas, ben, ça m'a permis peut-être de, voilà, passer les examens, de rentrer dans l'armée et Mhm, d'être mhm, admise. Donc mhm, mhm. parce que je me Ok. rappelle du médecin militaire quand j'ai fait la visite, il me dit: «Vous avez la colonne tordue», et là je l'ai regardé, j'ai dit: «Bah, tout le monde l'a». Tu penses à la scoliose alors? Oui, il m'avait dit, j'avais la scoliose, la kyphose et l'hyperlordose, j'avais les 3. Et il me dit: «Vous Mhm. avez la colonne tordue». Je dis: «Bah, qui ne l'a pas de nos jours?» Ben oui, ok. Sorti, j'ai dit: C'est-à-dire que, ouais, ouais, ouais. En fait, toi, tu étais déconnecté de cette réalité-là. Pour toi, en fait, tu avais une douleur, mais c'était pas quelque chose, c'était pas un handicap. Et donc, du coup, ça t'a permis de faire tout ce que tu voulais faire. Bah, Finalement, c'est surtout pas plus quand j'ai mal. passé l'examen d'aptitude pour rentrer dans l'armée. Le médecin, il me dit ça, je dis: «Bah, tout le monde a la colonne tordue de nos Mhm. jours, C'est ça. et il y en aura de plus en plus parce qu'on va travailler sur des postes de plus en plus sédentaires, on Mhm, aura de plus en mhm, plus de gens mhm, qui auront mhm. des problèmes de colonne», que j'ai dit. Il m'a dit: «Oui, ça c'est vrai». J'ai dit: «Puis regardez, moi ça m'empêche pas de vivre», et j'avais ma licence, parce que je faisais de la danse sur glace à l'époque, et j'avais une licence aussi de judo. Donc j'ai montré toutes mes licences de sport et j'ai dit: «Je fais du sport». Donc est-ce que vous croyez que ça m'empêche de vivre? Alors il me fait: «Bah Ah, non». Et bah voilà, mais vous avez voilà. Ah, j'adore. J'adore. Non, mais c'est finalement, vraiment, chaque histoire est différente. Et toi, en fait, finalement, le fait de ne pas l'avoir su, en tout cas ne pas avoir eu cette dimension de gravité de handicap, ça mmh, t'a pas empêché d'accomplir plein de choses, bien au contraire. Et en fait, voilà, tu as vécu ta vie normalement, si j'ai envie de oui. dire. Tu as vécu ta vie normalement.
OK? Mm. Et donc ça, c'est pas rien. On est en train de voir quand même les choses parce que tu avais déjà forgé un tempérament, un caractère, un fonctionnement lorsque tu as eu le diagnostic. Et du coup, à quel âge tu as eu ce diagnostic et comment ça s'est passé? À 50 ans, c'est en 2010, c'est quand on m'a opéré de la colonne vertébrale qu'on s'est rendu compte en 2010 que j'avais une spondylarthrite. Donc Donc, ça faisait 50 ans que tu vivais avec et surtout que tu arrivais, tu ne lui permettais pas de te bloquer. alors j'avais mal, hein, j'ai même été arrêtée par moment parce que j'étais complètement bloquée au niveau de la colonne vertébrale. Puis j'avais mal. À un moment donné, ils m'ont même mis de la morphine, des trucs forts, Mhm, mhm, finalement avant de m'opérer. Parce que comme j'avais de plus en plus mal, ils ont fini par me mettre des médicaments qui étaient forts. Et avant de m'opérer, et puis quand ils m'ont opéré, même le médecin, il m'a dit franchement, vous aviez, parce que j'avais effectivement, j'avais bloqué complètement la jambe avec mon nerf sciatique qui était complet. Il avait fait un nœud autour de ma colonne, quoi. C'était vraiment un truc. Donc il a mis 8 heures avant de me décoincer ce nœud. Et il m'a dit, mais vous sentiez plus la jambe? Comment vous pouviez marcher? Parce qu'avec un nœud, le nerf sciatique, le nœud comme il l'avait autour de la colonne, vous deviez plus mhm, sentir votre jambe. J'ai dit, mais je vous avais dit que je sentais presque plus ma jambe. Il a dit, entre presque plus et plus sentir sa jambe, ça fait deux. Et là, comme il y avait le nœud, vous sentiez plus rien. Je dis, oui, c'est pour ça que je prenais une canne. Et j'étais debout, je marchais. Il a dit, c'est incroyable, mais vrai. J'ai jamais vu quelqu'un qui tient debout avec une jambe qui sent pas. mhm. Et je dis, Et ben, c'est donc, dans la tête que ça se passe. c'est dans la tête et tu es en train de nous dire que, en fait, toute ta vie, c'est pas que tu n'avais pas les symptômes, c'est pas que ton corps ne Mmh, parlait pas, tu as appris à apporter des solutions, à pallier, oui, c'est-à-dire que ne pas laisser ça. Donc, voilà, tu sens pas ta jambe, tu prends une béquille parce que bah, l'objectif pour toi, c'est d'avancer. Voilà comme et ça que je traduis les choses. oui, c'est de marcher, c'est d'être debout, Voilà, d'avancer. voilà, c'est ça. C'est comme ça que tu fonctionnes, c'est ce qui t'anime. Et ça, c'est Mmh. juste incroyable. Et vous voyez, franchement, moi, je suis, je suis impressionnée. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé lorsque, voilà, tu as eu ce diagnostic? Parce qu'avec le diagnostic, on t'a expliqué que, voilà, que c'était le fauteuil roulant qui t'attendait, en fait. Alors il m'a dit que j'allais subir plusieurs opérations. Il m'avait déjà opéré une première fois, qu'il existe 4 pathologies, dans la colonne vertébrale et moi je les avais réunies les 4 en même temps, quand il m'a opérée, et que j'avais cette maladie. Et il m'a dit: «Ça, c'est une maladie héréditaire, auto-immune, et cetera, et cetera». D'ailleurs, ma Mm. sœur, elle a la même maladie que moi, mais elle l'a dans les oreilles. Ça s'appelle l'autospondyose. Oh, Bah ouais, ça doit être de famille, visiblement. Claudine, elle a le même truc et c'est dans les oreilles, c'est les oreilles qui se détruisent et elle est devenue sourde, elle est sourde à plus de 80. d'accord. Tu vois, je Donc ne savais pas. Je, elle vraiment, elle je est découvre auto-immune, avec c'est toi. pas C'est sur juste la incroyable. colonne, c'est sur ses oreilles à elle, donc elle entend plus rien. D'accord. Donc heu, donc voilà, mais on vit avec. Ce que je veux dire, par là, c'est pas ça empêche pas de vivre, c'est pas voilà, moi ça m'a Mhm, jamais empêché de mhm. vivre. Quand j'ai voulu faire quelque chose, j'ai toujours fait. Alors même D'accord. si j'avais mal, j'avais mal, je sais qu'il y a eu des fois où j'étais en train de travailler et après mon travail, j'attaquais le théâtre parce que je montais des spectacles, dans l'armée et puis je faisais aussi, je donnais des cours de théâtre. Donc je faisais ça dans la foulée, c'est-à-dire je travaillais toute la journée Mhm. et après paf, le soir, je faisais les alors j'avais mal au dos. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je m'allongeais à même le sol pendant, 10 minutes, un quart d'heure pour essayer de me soulager et après je repartais. Donc, je partais du principe qu'il fallait pas s'écouter, quoi. Que ça allait passer. Mhm. Et c'était pas la peine d'aller s'écouter. OK. C'est ça. Et donc, du coup, tu t'es dit, non, non, pas question pour le fauteuil roulant, je vais continuer comme Oui. j'ai l'habitude de faire. Voilà, je vais trouver mes solutions et je vais continuer d'avancer. C'est ça? En réalité, quand il m'a dit que ça allait se terminer en fauteuil, quand ils m'ont opéré en 2010, à moi, il m'a dit, «Alors, je vous ai opéré, mais dans une dizaine d'années, je vais être obligé de vous réopérer parce qu'à compter de là, maintenant, tous les 10 ans, en grosso modo, vous allez être opéré de la colonne et vous finirez en fauteuil». Voilà, c'était le pronostic qu'il m'avait, donné. Mhm. Et puis, en 2008, j'ai recommencé à avoir mal au dos. Pas en 2008, en 2018. J'ai recommencé à avoir mal au dos, donc je vais voir le médecin du sport qui m'avait soigné pendant la rééducation.
Et je lui dis, bah, j'ai de nouveau mal au dos. Puis j'avais vu le chirurgien, il me fait, bah oui, bah voilà, hein, il va falloir penser à opérer plus haut. Alors je lui dis au médecin du sport, moi ça ne me satisfait pas, je ne veux pas être opérée. Et sans compter que je venais de refaire mon deuxième cancer. Je dis, il faut qu'on trouve une solution alternative. Il me fait la solution alternative, c'est des hospitalisations en HDJ régulières pour bien muscler, un corset, mais à vie cette fois-ci, parce que j'avais le corset, mais je ne le portais pas tout le temps. Mhm. Donc, obligatoire du port du corset à vie. Et puis, avec cette obligation-là. Et puis, en même temps, de la kiné plus, et de la mésothérapie pour me calmer les douleurs. Mhm. La mésothérapie, je vais une fois par mois, on me pique dans la colonne quoi, pour me soulager. Moi, ça marche. Alors, il y a des gens pour qui ça ne marche pas. En tout cas, pour moi, ça fonctionne. Et depuis Mhm. 2018, je suis traitée comme ça. Et j'ai pas été me faire opérer. Donc, j'arrive à tenir. Ok, tu voulais pas te faire opérer, tu n'as pas été Non, opéré. J'aime ben, beaucoup. j'arrive à tenir. Donc, Mhm. Tu arrives à et, tenir. et c'est vrai que j'ai eu mon Waouh. deuxième cancer en 2018. Et bon, bah, je m'en suis tirée, j'ai eu de la chance. Voilà, c'est ce que je dis. Parce qu'il était grave, le deuxième. Puis je ne devais pas Mhm. rester. Normalement, j'aurais dû partir en 6 mois, un an. Et à la deuxième chimio, j'ai dit à l'oncologue, vous savez quoi? Il me fait quoi? Je dis, bah, moi, je vais guérir. Il me fait déjà, vous rentrez en rémission, ce sera déjà pas mal. J'ai dit, dans un an, je suis en rémission. C'est ce qui s'est passé. Alors, il me fait, j'ai dit, parce que je veux porter la flamme olympique. Je lui avais dit en 2019. J'ai dit, je veux rester en vie, je veux porter la flamme olympique. Donc, voilà, j'ai guéri de mon cancer. Waouh. En fait, c'est juste incroyable. Je t'écoute, mais je suis impressionnée parce que tu es en train de nous dire, en fait, qu'il y a une puissance dans tes décisions, une puissance dans tes mots, une puissance dans tes visions, et c'est ce qui te, en fait, c'est ce qui t'anime, en fait. C'est ce que Mm, tu veux accomplir, c'est ce que tu veux faire, et que peu importe ce que tu vis dans ton corps, ça ne veut pas dire que tu es dans le déni, mais tu ne laisses pas ces choses te freiner, tu laisses pas ça te freiner, tu ne permets pas à ces pathologies de briser tes rêves. D'accord? Et mm, donc, voilà, ton objectif, c'était de porter cette flamme, mm. de porter cette flamme. Alors, pourquoi cet objectif-là? Pourquoi ce rêve-là? Est-ce par rapport à la deadline pour te dire, OK, je tiens jusqu'à 2024 et après je vais encore faire encore un pas, Ah ou est-ce non, que c'est c'est pas par par rapport à la rapport à la. symbolique? Non, c'était pas par rapport à la deadline. Mhm. En réalité, c'est parce que pour moi, ça avait un sens. Parce que c'est vrai que c'est fait pour les sportifs, mais comme ils avaient plus ou moins dit, ils allaient mettre peut-être des personnes qui étaient handicapées, mais qui avaient réalisé des choses autres finalement que du sport. Et moi, j'ai commencé en 2016 les défilés inclusifs, c'est-à-dire où il y a des personnes handicapées et pas handicapées qui défilent Mhm. ensemble. Alors, les tout premiers défilés inclusifs que j'ai fait, ça a été avec Lionel Fendere et Nina Cassi chez Ok, Top Girl. d'accord. Et maintenant, ça s'appelle plus Top Girl, ça s'appelle iCast. Euh, mais je continue à travailler avec eux, comme je continue à travailler avec Faté. Je travaille avec les deux. Avec Faté, on a fait les premiers défilés du cancer du sein. Du cancer du sein, d'accord. Et on a Ok. été les premières à faire ces défilés-là. Parce que personne ne le faisait. Et après, il y a le ruban rose. Quand je leur ai demandé en 2021 de faire un partenariat avec l'association de Faté pour créer un défilé du cancer du sein avec eux. Ils m'ont dit que ça ne les intéressait pas. C'était en janvier 2021. Et en octobre 2021, pouf, eux, ils faisaient le défilé du cancer du sein. Mais bien sûr. Ils ne se sont pas foutus de notre. Ah, excusez-moi de parler comme ça. Ils ne se sont pas foutus de nous. Donc voilà. Donc je trouve que c'est lamentable de faire des choses pareilles. Donc voilà. Mais à part ça, mis à part ça, mis à part le fait qu'on ait fait ça, ce qui compte, c'est qu'on ait lancé une impulsion et qu'on ait lancé quelque chose et que maintenant, voilà, maintenant tout le monde a envie de bouger, tout le monde a envie de le faire. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent faire de la mode, il y a de plus en plus qui sont handicapés, hein, qui veulent faire de la mode, qui veulent voilà, avoir une visibilité, alors qu'à l'époque, on n'en trouvait pas. Mhm. Quand on cherchait des jeunes pour faire du mannequinat, ils ne voulaient pas venir parce qu'ils avaient peur qu'on se foute d'eux. Ça a changé hein, en 10 ans. Hein. À l'époque, ils avaient peur qu'on se moque d'eux. Mhm. Ils Mhm. disaient,
On va Ah, être c'était la exposés vérité? comme des bêtes à la foire. Des bêtes de foire. Mais c'était Voilà. ça. Effectivement, Donc, c'est évolué, mais c'était ça. ils avaient peur de ça. Ils disaient pourquoi on viendrait, pourquoi on s'exposerait. On va se foutre de nous, on va se foutre de nos handicaps. Et je disais non, si on les montre, les gens ne vont pas voir l'handicap, ils vont voir la personne. Et ça a été difficile à faire comprendre ça aux gens. Mhm. Mais maintenant, ils l'ont compris, c'est bon. Ça y est, c'est ancré. C'est ancré. Alors, du coup, on va parler de motivation. OK? Donc, moi, j'ai noté trois dates, enfin, trois éléments majeurs. Donc, il y a ces défilés, voilà, ces défilés que tu organises, défilés inclusifs. Il y a la flamme olympique, il y a le trophée des aidants. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle motivation qu'il y a derrière chacun de ces projets, chacune de ces visions. C'est quoi ton moteur? C'est quoi le big why derrière? Qu'est-ce qui a fait que tu te dis ça, je veux le faire? Ça, je veux le faire, ça, je veux le faire. Donc, on va commencer par les défilés. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a animé? C'est quoi le moteur derrière? Moi, c'était pour que les jeunes qui sont handicapés, je ne parle pas de ma génération à moi, mais je parle de la génération des jeunes qui ont actuellement un gamin qui a 10 ans aujourd'hui. Si dans 10 ans, il veut devenir ou comédien ou comment, mannequin ou quoi que ce soit, qu'il Mhm. n'ait plus de porte qui se ferme. Qu'il ait juste à taper à la porte et s'il est doué, s'il est bon dans ce qu'il fait, qu'on le prenne. Voilà. Mhm. C'est OK. pas, il faut pas qu'il y ait de barrière. Avant, on avait les barrières à mon époque à moi. Quand je dis à mon époque à moi, ça fait vraiment la vieille vieille qui parle. Mais en 1980, la barrière, c'était la barrière des femmes. Notre handicap, c'est on était une femme, on était handicapé forcément. Mhm. Donc, on ne pouvait pas avoir les postes des hommes à l'époque. On voulait être policier, militaire, tous ces postes-là, c'était rare qu'on puisse les obtenir. Et moi, je me suis battue pour qu'on l'obtienne, donc en rentrant dans l'armée, parce que j'ai fait Donc, partie. c'était ça aussi. Donc, Ouais, c'était vraiment qu'il n'y ait pas de porte qui se ferme, c'est ouais, ça, pour les personnes qui ont le potentiel. OK? Donc, que le tout à handicap ne fait. soit pas un frein. OK? Alors, avant qu'on passe aux deux autres éléments pour les motivations, je vais saluer Sarah, qui est souvent là hein, sur nos éléments différenciants. Merci d'être là. Aloha, Sarah. Et j'ai aussi un monsieur, donc Yarovi Avogan, qui a mis un petit commentaire vraiment pour lequel je le remercie. Il dit, Colette Bonaccorsi, tu incarnes avec force cet adage qui dit l'espoir fait vivre, le courage d'agir, la résilience face aux défis et face à la pathologie, et qu'il n'y a pas une foi inébranlable qui sous-tend, est-ce qu'il n'y a pas une foi inébranlable qui sous-tend profondément tout ceci? Je me pose cette question à voix haute. Honneur profondément mérité. D'accord? Donc, tu vas répondre à sa question. Est-ce qu'il y a une foi? D'accord? Et ensuite, on va reprendre sur les motivations derrière la flamme et derrière le trophée des aidants. Est-ce que il n'y a pas une foi inébranlable qui sous-tend tout ce que tu es en train de faire, de vivre, de vibrer et surtout de manifester? Alors, moi, je le fais par conviction et je le fais pour ouvrir des portes. En réalité, je fais ça, que je l'ai fait en 80 pour les femmes, pour que les filles, elles puissent, si elles voulaient rentrer dans l'armée, elles aient plus de barrières. Et c'est ce qu'on a fait, parce qu'on était 600 filles en 80 à avoir testé, à être un test, en définitive, pour ouvrir les portes de l'armée, pour féminiser l'armée. Ils ont pris 600 filles, ils les ont testées. J'en ai fait partie. Et pour moi, c'est un combat, c'est motivé par ça. Et pour le handicap, je fais pareil, je fonctionne de la même manière. Je veux défoncer des portes avant de partir, avant de m'en aller, pour que ça ouvre les portes aux autres, que les jeunes qui arrivent, ils aient plus à se battre. Si aujourd'hui les filles, elles peuvent rentrer dans l'armée sans se prendre la tête, sans dire voilà, on a un quota pour rentrer dans l'armée, alors que maintenant il n'y en a plus de quota. Ça n'existe plus le quota pour les filles dans l'armée ou dans les métiers masculins. Je veux que pour les handicapés, il y ait plus de quota, qu'on puisse Mhm. euh, Mhm. rentrer partout où on veut aller, dans tous les postes de travail où on a envie d'aller, sans le quota, qu'on C'est puisse vraiment avoir l'inclusion, voilà, l'égalité l'inclusion. des chances partout, pour moi.
l'égalité des chances, c'est pour tous. C'est Égalité des pour chances pour tous. tous et partout. Ok, Ouais. super. Donc c'est ça qui, en fait, c'est ça ta foi. Oui, c'est mon combat. Mhm. Super. Et du coup, donc j'espère que cette réponse, si Monsieur Yarovi, j'espère ne pas m'écorcher le nom, si vous êtes toujours là, dites-nous si vous avez besoin de précision, mais je pense que Colette a répondu à la question. Et on revient aux motivations. Donc, on a vu que pour le défilé, donc c'était pour que ben, il n'y ait plus de portes qui se ferment pour les Alors, pas personnes. que le défilé, parce que je fais de la politique aussi, parce que je veux qu'on ouvre les portes. Absolument. Mais c'est-à-dire que moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je veux savoir quelle est la motivation principale. Donc ça, c'est ton fil conducteur. Tu veux que les portes s'ouvrent. OK? Mm, Mais ça a pris des formes différentes. Et donc, on a vu, donc il y a eu le défilé de mode. Il y a aussi le trophée des aidants. oui. Donc, c'est quoi ta motivation derrière? Alors, le trophée des aidants, je suis rentrée à l'Ordre national du mérite. J'ai été nommée par décret au 31 décembre 2020, en plein Covid. Mais le temps que je fasse ma remise de médaille avec le Covid, j'ai attendu janvier 2023, parce qu'en janvier, ils avaient enlevé la jauge. On pouvait refaire des D'accord. réunions sans la jauge, sans le masque. C'est vrai. Donc, j'ai Mhm. attendu qu'il y ait tout de retiré pour qu'on puisse enfin, pour qu'on puisse me remettre ma médaille et que je puisse inviter qui je voulais et qu'on Mhm. n'ait pas des masques. Donc, du coup, je l'ai fait en janvier 2023. J'ai invité pas mal de personnes de différents milieux. Donc, j'avais mes élèves, j'avais des gens de l'armée, j'avais des gens du milieu artistique qui étaient là. Donc, c'est des milieux qui sont complètement opposés, mais qui se ressemblent quelque part. Et puis, j'avais invité Serge Lipao, qui est le président de l'Ordre national du mérite de Paris, de l'association. Donc, je l'avais invité. Et là, lui, il me dit, écoutez, madame, on vient de vous remettre le titre de chevalier, mais c'est pas parce qu'on vous a remis une médaille que vous allez rester sans rien faire. C'est au contraire, quand on reçoit ce titre, justement, il faut travailler encore plus. Je dis, bah, j'ai l'habitude de travailler, moi, ça me dérange pas. Donc, il fait, nous, on fait ça, on fait ça, on fait ça, mais il faisait rien, en définitive, sur le handicap et les machins. C'était pas encore, ils avaient des trucs, mais c'était pas encore développé comme maintenant. Donc, j'ai dit, mais moi, si on me demande des trucs sur le handicap ou la maladie ou des trucs comme ça je sais faire, mais on va pas me demander des trucs que je sais pas faire. Donc, il m'a revu 2 mois après, il m'a dit, il faut qu'on se voit. Bon, qu'est-ce que vous comptez faire? Alors, il fait, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc pour les personnes handicapées? Parce que dans un an, c'est les JO. Pourquoi pas? J'ai dit, pour les handicapés, moi, je veux rien faire. Alors, il me fait comment ça? Il m'a regardé, il a l'air de dire, celui-là, il n'est pas assez handicapé. Je veux rien faire pour les handicapés. Alors, je lui ai dit non. En réalité, il faut faire quelque chose pour les aidants. Et je lui dis, ben, les aidants, c'est tout le monde. Et dans les 10 ans qui vont suivre, ça va être plus de 50% de la population qui sera aidante. Ça va être une catastrophe parce qu'on y va droit dedans et il n'y a rien qui est Il n'y a pris, pas de préparation, il n'y a rien aucune d'organisé. préparation. Ils sont en train de voir en ce moment comment ils vont faire, mais ils ne savent même pas comment ils vont faire. Donc, de toute façon, ça c'est clair. Ouais, ça commence à bouger, c'est vrai. Ça commence, hein, mais ils sont en train de voir. Mais moi, je leur avais donné une solution. Ils ne l'ont pas suivie, donc ils font ce qu'ils veulent. J'avais donné il y a 10 ans la solution, et si on l'avait suivie, on aurait déjà beaucoup d'argent dans la caisse. Mais bon, bref. Donc, ce qui s'est passé, donc j'ai dit, moi, je voudrais qu'on fasse un prix pour les aidants. Mhm. Parce que les aidants, on va en avoir de plus en plus. Ça va être catastrophique. Et s'il y avait un prix officiel reconnu par l'État, ce serait bien. J'ai dit, et l'Ordre national du mérite, c'est quand même l'État, c'est un ordre officiel, donc quelque part, c'est un prix officiel pour les aidants, et c'est les reconnaître. C'est leur dire, ça y est, on vous reconnaît, Mhm. on vous remercie de ce que vous faites. J'ai dit, alors, c'est pas grand-chose, c'est pas leur donner de l'argent, c'est pas leur donner du répit, c'est pas leur donner tout ça, mais c'est leur donner une reconnaissance. La reconnaissance. Et c'est important, la C'est reconnaissance. important, absolument, absolument. C'est important parce que les aidants, ce sont des personnes qui portent de grandes responsabilités avec beaucoup de souffrance et de douleur. Et quand en plus c'est totalement invisible, c'est quelque chose qui se vit dans l'ombre.
ça rend le poids encore plus lourd. Et donc, cette reconnaissance, je crois que c'est vraiment une façon de redonner de l'espoir. Oui. Ça, j'ai bien compris et Et j'aime Sergi était tout beaucoup. à fait d'accord parce que lui, il a été dans de ses parents. Donc, le premier truc qu'il m'a dit, moi, j'ai été dans de mes deux parents avec ma sœur. D'accord. Donc, voilà, absolument. Donc, Donc, il a bien il a dit, je compris. comprends tout à fait, c'est très bien ça. Donc, il était à fond Absolument. pour qu'on crée ce Absolument. prix ensemble. Qu'on crée ce prix Et pas ensemble. que, parce qu'il y a tous les compagnons, on les appelle les compagnons, hein, les chevaliers de l'ordre national du mérite. Il y a tous les compagnons de l'ordre national du mérite qui sont tous derrière. À chaque fois qu'on fait un trophée, ils sont tous là, ils préparent les choses. On les voit jamais, ils travaillent dans l'ombre, mais ils C'est préparent tout. ça. C'est ça. Et C'est ils ça. sont, et on est une famille, cet ordre du Mhm, mérite. mhm, On est une famille, on est tous ensemble, on prépare tous ensemble pour les autres, pour les aidants et pour les mhm. personnes handicapées à travers les aidants. Super. Waouh, je suis impressionnée et je suis très touchée parce que justement, moi je dis, même si on est frappé par la vie, par voilà, des difficultés dans le corps, je sais pas, des handicaps, des cancers et tout, ça n'empêche pas d'être généreux. Toi, en tout cas, ton moteur, c'est de penser à l'autre. C'est pas juste de penser à toi, c'est d'être dans qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, qu'est-ce que je peux apporter à l'humanité, qu'est-ce que ma vie peut apporter comme transformation pour les autres. Et ça, c'est très puissant. D'ailleurs, Amina Barry qui nous a rejoint, qui dit inspirante. C'est ça, c'est le cas de le dire. Et elle te pose une question. Elle te pose une question sur le quota. Elle dit donc le quota des personnes en situation de handicap, c'est un quota minimum ou maximum? 6% 6%. pour, euh, pour l'emploi, C'est minimum, c'est ça. 6% maximum C'est pour le l'instant. max? Ouais. D'accord, c'est pourtant max. Donc voilà, Amina, tu as ta réponse. Pour l'instant, Moi c'est pas aussi, hein, respecté. Pour l'instant, c'est pas c'est pas respecté. respecté. Bon, Mhm. il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'employer Ouais, des personnes absolument, handicapées. plutôt que de jouer le jeu. Absolument. Voilà. Et puis, il y a eu l'an dernier une proposition de monter à 8%. Mais pour l'instant, une proposition de loi pour monter à 8%. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. Donc, voilà. Ben, en Ouais. fait, on tourne en rond dans le désert parce que à 6%, les entreprises ne jouent pas le jeu et préfèrent payer les amendes. Le truc serait tout simplement d'augmenter les amendes pour qu'ils aient plus intérêt à jouer le jeu enfin, je sais pas, hein, après, c'est pas mon domaine. Alors, le problème qu'on a eu avec la loi de 2005 sur l'égalité des chances et sur le handicap, Mhm. Jacques Chirac avait très bien fait d'ailleurs avec ses conseillers. J'en remercie certains, vraiment, parce qu'ils ont vraiment bien bossé là-dessus. Euh, le problème, c'est qu'ils ont mis une loi, mais ils n'ont pas appliqué cette loi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sanction. Quand Ouais, tu mets une loi et tu dis oui, s'il vous plaît, c'est les absolument. handicapés, est-ce que vous pouvez l'appliquer? Est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Mais les gens, ils se foutent de nous. En plus, le problème des handicapés, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, et comme j'ai expliqué pour le ruban rose, elles se tirent dans les pattes. Au lieu de Mhm. s'unir, de dire on Mhm. travaille vraiment tous ensemble et on y va à fond, et on casse les pieds à tout le monde, mais on obtient, et faire du lobbying, en réalité, c'est ça. Et Mhm. obtenir ce qu'on a besoin, eh ben non, on préfère se taper dans les pattes entre nous. C'est pas top, ça, hein? C'est pas top, mais tu as raison, tu as raison. Sans sanction, l'homme ne bouge pas. Et on est en France, tu vois, ça me fait penser à mon engagement par rapport à sur la sororité. C'est le même principe. On nous a appris, on règne dans la compétition, dans la division, et c'est plus simple plutôt que de s'unir autour d'une thématique forte qui nous rassemble et qui nous permettra d'être plus puissants. On se tire entre les pattes, on se compare et tout. Et tu vois, ça, je ne le savais même pas dans ce domaine-là, mais tu es en train de me dire que c'est vraiment, ça va plus loin que ce que je pensais. C'est juste incroyable, en fait. Merci beaucoup. Merci pour Amina pour sa question. Tu vois, je n'aurais pas pensé. Mais Alors, Amina, c'est une j'en veux pas aux professionnelle aussi associations, de. hein. Mhm. J'en veux à personne parce Non, non, que non, 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 non. ils ont touché des subventions de Ce sont les l'État. faits. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Ils touchent des subventions de l'État, des régions et tout ce qu'on veut, et on leur dit à côté de ça, tu la fermes. Ben oui, ben ils l'ont fermé. Voilà. Mhm. OK. OK. Avant d'arriver sur le théâtre, on va revenir sur la flamme olympique. OK? Ouais. C'était quoi ta motivation? En réalité, je voulais la porter parce que pour moi, c'est un honneur d'abord parce que ça représente vraiment la France. Voilà, c'est vis-à-vis du monde entier, de porter la flamme olympique, ça représente, c'est un symbole de paix.
c'est un symbole de réunion et d'union entre les peuples. Et puis d'être handicapé, on n'a pas été nombreux à la porter, on était 1500. Et d'être handicapé et de la porter, c'était ce symbole d'union là que je voulais. C'était montrer ça. C'est Mhm. montrer qu'au-delà du fait que les gens ils sont handicapés, on était tous unis ensemble. Si on pouvait avoir une France comme ça, où tous les gens sont unis, comme on a été unis pour les JO, mais ce serait une France de rêve. Mhm. Tu as vraiment ce désir d'incarner l'inclusion, Ouais. la diversité, et donc c'est ça l'unité. Moi, C'est-à-dire c'est que l'unité toi, qui compte. c'est ça, dans tes actions, c'est arrêtons de nous diviser, arrêtons de nous quereller, arrêtons de nous séparer bêtement, mais il y a des solutions, il y a des possibilités que nous pouvons créer ensemble, des solutions, des chemins, des voies pour qu'on puisse s'unir et être plus fort. Mais ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que le handicap est le point de départ, mais toi, ton message, c'est vraiment un message voilà, Universel. d'unité, et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et du coup, on va aussi parler, parce que voilà, on a parlé de plein de moteurs, toi, voilà, plein de choses qui t'animent, tu es débordante de vie, d'énergie, et tu as tellement de choses à transmettre. Tu as fondé ton école de théâtre, donc l'école Colette Bonacorsi, et résultat, aujourd'hui, moi, je me demande, ok, encore une fois, le théâtre, on est dans la mise en scène, on est dans une voix qui porte, on est dans de la présence, on est dans la représentation. C'était quoi ta motivation et c'est quoi le message avec cette école de théâtre? Alors, moi, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu dans ma vie, en réalité. À l'âge de 6 ans, je voulais être comédienne. Ah, Alors, ben, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à l'âge de 13 ans, ben, je suis tombée sur une prof, la prof principale, qui nous a demandé qu'est-ce qu'on voulait faire comme métier. J'ai dit comédienne. Elle a rigolé avec tous les élèves de la classe parce qu'on était chez les curés qui avaient plus de garçons que de filles. Et elle fait bon, ben, choisis un autre métier parce que pour être comédienne, tu n'as pas besoin de faire des études, tu pourras coucher avec le producteur. Donc, choisis un métier. Donc, j'ai réfléchi, puis je lui dis bah, militaire. Et elle rigole de nouveau. Elle fait moi, ma mari, il est militaire. Les femmes dans l'armée, il n'y en aura jamais. Et j'ai dit bah, maintenant, je ne changerai plus d'avis, ce sera militaire et après comédienne. Mais je ferai les deux de toute façon. Donc, j'ai fait les deux. mhm. Moi, quand j'ai une idée derrière la tête, je ne l'ai pas au pied. C'est vraiment, il faut que je fasse le truc. Donc, j'ai été d'abord militaire, effectivement. Je suis restée dans l'armée après comme civile parce que je voulais faire des études de théâtre et je suis montée à Paris. J'ai d'abord été au cours Simon pendant 10 mois, ça ne me convenait pas. Après, c'est chaque enseignement, il faut qu'on trouve soi-même le bon enseignement enfin, et les bonnes personnes qui enseignent. Et moi, où j'ai trouvé mon bonheur, c'était au cours Florent, où là, j'étais assistante de prof pendant 2 ans. Mon prof, c'était Christian Crozet. Et j'étais son assistante 2 ans. Et on est toujours en contact avec Christian, avec son épouse, son fils. Et ça a été mon mentor, quoi. C'est lui qui m'a appris à devenir une prof, en définitive. Voilà. Mais entre devenir comédienne, accomplir son rêve et ensuite monter une école, c'est Et quoi ben le lien? parce que je me suis rendu compte à l'école Florent que j'étais plus intéressée par la mise en scène et par l'envie de transmettre que le fait de jouer. Je sais jouer, je joue par militantisme. Parce que Mhm. maintenant, je tourne dans des films, dans des courts-métrages ou dans des trucs comme ça, que par militantisme, c'est-à-dire que pour défendre le handicap. J'ai fait une pastille sur la défense du handicap, mais je fais que ça par militantisme. Je fais pas être comédienne en soi, moi ça m'intéresse pas plus. Mhm. Je sais Mhm. jouer. Enfin, c'est la Hum, transmission. Alors, il y a eu une petite coupure. M'entends-tu? Ton image, elle est figée. Je vais regarder sur Facebook parce qu'il c'est plus réactif sur Facebook. Euh, je ne t'entends plus, Colette. eh ben, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une petite coupure. Alors, Alors, tu es en train de revenir, mais ton image est me encore un peu figée. rebranche. Alors, tu es revenu, mais tu es sans dessus-dessous. Oui, je sais pas. Alors,
Alors, pendant que tu essaies de remettre ton image à l'endroit, je vais lire le commentaire de Monsieur Thomas Lafitte qui dit: L'humain fait la différence. Je l'ai appris sur le terrain en tant qu'aidant, dans l'ombre auprès de ma mère atteinte d'un cancer et en perte d'autonomie. Quand on est aidant, on découvre vite que ce ne sont pas uniquement les dispositifs, les procédures ou les organisations qui font tenir, ce sont les personnes. 11 millions d'histoires silencieuses, il est temps de les écouter. C'est absolument ça, c'est vraiment ce message-là, en fait. De, comment dirais-je, au-delà donc des dispositifs, au-delà d'une réalité très difficile, la main tendue, le cœur de reconnaissance, donc ça c'est très important. J'ai vu aussi donc Amina qui dit c'est fou. Effectivement, on est en train de découvrir plein de choses aujourd'hui, donc vraiment merci Colette, c'est génial. Alors, je crois que j'ai tout lu, donc on approchait de la fin de toute façon, mais ça aurait été bien d'avoir Colette pour les dernières minutes. Alors, qui nous regardez, donc en attendant que Colette revienne, première chose, nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour notre Lunch and Connect, donc mercredi prochain à 12h30. Donc, ce n'est pas l'élément différenciant, c'est notre rendez-vous de réseautage. Et donc, du coup, le lien, en principe, il est sur mon profil. Donc, n'hésitez pas. Tu. Euh, c'est bon, on t'entend, mais on ne te voit pas. Alors, ah ouais, j'arrive pas à ouvrir la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Alors, moi, au niveau technique, je ne vais pas pouvoir t'aider. Est-ce que tu veux partir et revenir? Des fois, c'est ce qui marche, hein. Mm. Il y a dû avoir une coupure et puis t'es éjecté, en fait, hein. Et donc, je disais que la semaine prochaine, nous avons le Lunch and Connect. Et la semaine d'après, bon, Ah, déjà ça tout de y est, suite, j'y nous avons suis. Colette. Maintenant qu'on t'a, je te lâche plus. Ça y est, j'y suis. C'est bon, on t'entend et on te Je sais pas ce qui voit. s'est passé, ça a coupé. Oui, c'est bon. Ah ouais, ça a sauté, ça a bugué. Mais écoute, l'essentiel, c'est que tu Ah aies oui, pu revenir. Comme je disais, voilà, on est en train de je laisse s'approcher de la aller. fin. Je vais regarder tout à l'heure pour une dernière fois pour les commentaires. Est-ce que tu as entendu le commentaire que j'ai partagé? Non, je l'ai pas entendu. Alors, du coup, je vais le relire. Donc, je suis en train de parce qu'il faut que je referme à chaque fois LinkedIn. Donc, c'est le commentaire un instant que je puisse revenir dessus. Le commentaire d'un aidant est justement c'est pile poil ce que tu viens de partager et pile poil aussi l'objectif donc du trophée des aidants. C'est vraiment ça ce que vise à mettre en lumière donc ce trophée. Donc, aloha Sabrina qui nous a rejoint, merci d'être là. Donc, Thomas Lafitte qui dit, l'humain fait la différence. Oui, Je l'ai Thomas, appris je le sur le connais. terrain en tant qu'aidant, dans l'ombre auprès de ma mère atteinte d'un cancer et en perte d'autonomie. Quand on est aidant, on découvre vite que ce ne sont pas uniquement les dispositifs, les procédures ou les organisations qui font tenir, ce sont les personnes. 11 millions d'histoires silencieuses et il est temps de les écouter. Il est temps de les Je mettre en connais, lumière. je connais Thomas parce que je l'ai sélectionné pour le trophée 2027. Voilà, ben écoute, c'est exactement ça. C'est comme il dit, 11 millions d'histoires silencieuses. Voilà, d'histoires silencieuses de personnes qui portent et qui supportent sans rien demander en retour. Et ça, c'est vraiment, il est important d'avoir cette reconnaissance-là. Et donc, du coup, donc on terminait avec ton école de théâtre. Et donc, je disais, c'est toujours ce désir de transmettre quelque chose. Tu as toujours un message fort, un message d'espoir, un message d'unité. En fait, c'est ce que je retiens, tu vois, de toi. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu que tu puisses faire intervenir lors de cette émission, parce que c'est ce que je ressentais dans ce que je lisais. Parce que voilà, tu publies dans le réseau Femmes Inspirantes. Et moi, je remonte le fil, je veux voir ton profil, je veux voir un petit peu les coupures de presse et tout. Je dis, mais attends, mais c'est qui cette femme et tout? Et ça fait énormément de sens pour moi parce que, tu vois, quand je parle de sororité, c'est toujours une démarche d'inclusion, une démarche d'unité. Parce que la sororité n'est pas censée diviser les femmes, et encore moins se diviser les femmes et les hommes. La sororité, c'est de nous unir tout simplement en tant qu'humains. D'accord? C'est de se dire, OK,
Voilà, nous sommes des humains et donc les femmes peuvent soutenir les femmes, tout comme les hommes soutiennent les hommes et c'est ce qui fait la beauté de l'humanité. Et donc vraiment, merci beaucoup. Alors, pour conclure, tu me dis si je peux. Si je dis le mot Oui. pétition, est-ce que je peux aller plus loin? Ah oui, tu peux. Je peux. Ah, Ah, génial. mais j'oubliais de dire que je vais passer dans le journal Le Monde, au fait. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, je vais Non, enchaîner. il va y avoir un portrait de moi dans Le Monde, soit en mai, soit en juin. Enfin, je ne sais pas encore quand. Hmm, Voilà. Où il parle des personnes dans la fonction publique qui sont handicapées et qui ont un parcours de vie qui ne font pas que fonctionnaires, quoi. Ils sont engagés sur plusieurs niveaux. Donc, c'est ça. Tu n'es pas que fonctionnaire. ouais, non. OK, voilà. Tu n'es pas que fonctionnaire, mais en tout cas, tu es au service de la fonction publique. Tu es Oui. engagé depuis ton plus jeune âge. Tu es engagé pour vraiment, comment dirais-je, euh, pour cette cause du handicap que tu Mm. portes dans ton corps, mais que tu portes aussi dans tes combats, dans ton militantisme. Et il y a une pétition qui a été lancée, donc c'est pas de ton fait, tu l'as découverte, hein. Il y a des personnes qui se sont unies, qui se sont dit, aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est former un collectif pour pouvoir proposer le profil de Madame Colette Bonacorsi en tant que ministre du handicap. Parce que justement, et c'est ce que je trouve génial, hein, on reproche à la France d'avoir beaucoup de ministres qui en fait n'ont pas d'expertise réelle dans le domaine de leur ministère. OK? Toi, en fait, le ministère du handicap, tu le portes déjà, tu l'incarnes déjà. Et donc, la prochaine étape, ce serait que tu puisses justement le faire de manière officielle, être la prochaine ministre du handicap. Et cette pétition, elle circule. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, moi, je vais la signer. Je vais aussi la présenter et faire la promotion dans notre réseau Femmes Inspirantes parce que oui, les femmes vont soutenir les femmes. Donc, une femme ministre, c'est quelque chose de génial. Une femme, justement, qui est dans un ministère qui correspond à ses engagements, à ses combats, ça fait sens. Et puis surtout, la façon dont tu le fais, avec cette générosité. Donc, ça fait tout à fait sens. Donc, je vais partager le lien tout à l'heure. Et donc, vous qui êtes en train de regarder, soit tout de suite ou en train de regarder le replay, prenez le temps comme je l'ai fait. Moi, je suis allée regarder son profil, je suis allée regarder tout ce qui parle d'elle. Et puis, voilà, j'ai écouté ses interviews comme aujourd'hui, je l'interroge et je vois en fait son âme, je vois sa vision, je vois son engagement, je vois aussi vraiment tu as quelque chose qui va au-delà de pas seulement des obstacles, j'ai envie de dire au-delà de la mort. Toi, tu es ancré dans la vie, en fait. Peu importe le jour où tu vas partir, toi, tu veux que ta vie ait une signification, que ta vie ait du sens. Tu donnes du sens à la vie parce que tu accordes beaucoup de valeur à la vie. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque souvent en politique. Et donc, du coup, en plus, c'est quand même un domaine que tu connais déjà, n'est-ce pas? Tu es conseillère de quartier, puis tu as toujours été engagée. Et je trouve que c'est un très, très beau profil. Et donc, n'hésitez pas à soutenir donc Colette pour le ministère du handicap. C'est quelque chose voilà, c'est tout à fait possible hein, que pour une fois qu'il y ait aussi des ministres qui sont simplement issus de la voix du peuple. Si c'est pas ça la vraie démocratie, je mange mon chapeau. Et donc voilà, on va se revoir, hein, on va continuer parce qu'on a d'autres choses à faire ensemble. Et on va aussi mettre en place une petite campagne de communication autour de cette pétition pour que le maximum de personnes se connectent à toi et puissent aussi apprécier la personne lumineuse, rayonnante que tu es et porter leur voix, porter leur poids pour que ta nomination puisse effectivement. Moi, j'y crois, hein. J'y crois parce que tu y crois. Parce que même si c'est pas toi qui l'as initié, mais c'est quelque chose qui fait sens. C'est comme pour la flamme olympique, c'est quelque chose que tu sais que tu es capable de porter et c'est ce qui est important. N'est-ce pas? Alors, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? On a légèrement débordé, mais on va mettre ça sur le compte du bug. Alors, moi, pour la fin, je pars du principe que chaque personne, qu'elle soit handicapée ou pas handicapée, quand elle a un rêve dans sa tête, il faut qu'elle le Mhm. réalise. Parce que si on ne le fait pas, on peut partir demain, voilà, on peut mourir demain. Et ne pas réaliser ses rêves, c'est finalement, avant de se retourner sur sa tombe, on va dire j'ai raté ma vie parce que j'ai pas fait ça, j'ai Mhm. pas fait ça, j'ai pas fait ça. Il faut pas rater sa vie. Et pas rater sa vie, c'est faire ce qu'on a envie de faire dans la mesure où ça nuit pas aux autres et d'aider. Quand en plus c'est porteur et que ça vient en aide aux autres et que ça impulse pour les autres, c'est encore mieux. Voilà. Mhm. Parce que, Magnifique. Partir sans regret. Et oui, je crois que si on avait tous cette motivation-là, on aurait une vie bien différente, hein.
Partir Partir sans sans regret. regret. Et puis, moi, je pars du principe que quand on travaille, il ne faut pas avoir de l'adversité, de la méchanceté vis-à-vis des autres. On a tous un chemin de vie à faire différent. Mhm. Et on est tous unis les uns aux autres. À un moment donné, ça se recoupe. On est tous liés. Donc, il faut qu'on On est tous travaille tous liés. ensemble. C'est ensemble qu'on fait les choses et c'est Mhm. pas individuellement. Accepter l'autre, absolument, accepter les Oui. autres. En tout cas, merci beaucoup. Moi, ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup. Comme je te disais, voilà, on a plein de choses à mettre en place ensemble, donc on va continuer l'aventure. Et n'hésitez pas donc à vous connecter à Colette en commentaire si vous avez des questions, même au niveau du replay. J'ai vu que tout à l'heure, j'ai vu que tu étais déjà passé, tu es très active et tu es vraiment, tu réponds et tout. Et donc, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions comme Amina et comme aussi d'autres participants, n'hésitez pas vraiment à vous connecter, à interroger et à soutenir la candidature, en tout cas la pétition pour la candidature de Colette. Merci encore pour cet échange. Vraiment, j'ai pas les mots, tellement je suis impressionnée. C'est vrai que moi, ma réalité à côté, en tout cas, moi, je sais que tu me reboostes en fait. Tu vois, je me dis, OK, j'ai mes problèmes, mais c'est rien. Parce que moi aussi, je veux partir sans regret. Je veux partir sans regret et je crois en l'unité. Donc, on est aligné là-dessus. Et j'espère que vraiment ça fait écho en chacun d'entre vous qui nous regardez, qui nous écoutez, qui suivez le replay pour vous accrocher à vos rêves et vous réaliser. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le Lunch and Connect, rendez-vous de réseautage du réseau Femmes Inspirantes. Merci encore. Je vous l'offre close et je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Ciao, ciao. Merci. Merci Au revoir. Colette.